Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, pareil en description. Avant de continuer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Et sur ce, on commence maintenant. On commence avec un one-shot des éditions Crunchyroll, Adieu Eri, donc c'est le deuxième one-shot de Tatsuki Fujimoto, et on va dire quatrième si on considère les anthologies, mais on va dire c'est vraiment un one-shot parce que c'est un tome qui retrace une histoire complète, qui est sorti il y a un peu plus de 6 mois sur Manga Plus, donc en ligne, en plusieurs langues, notamment le français, et donc on avait pu, tout le monde avait pu découvrir il y a déjà très longtemps Adieu Eri. J'avais un petit peu peur et d'appréhension par rapport, au tome, pas à cause de l'éditeur, mais c'était qu'à Duéry, en fait, tout le principe, par rapport à la couverture, vous le voyez, c'est qu'on voit le personnage qui photographie, enfin qui prend une photo d'une personne à travers son smartphone. C'est que tout le récit, on suit quelqu'un qui va filmer, enfin produire des films, donc encore une fois, c'est dans le délire de Tatsuki Fujimoto. Il y a toujours ces personnages qui aiment le cinéma, ou au moins, voilà, un art cinétique, scénique, je sais plus le mot exact. Voilà, donc là, il y a vraiment tout un délire, enfin, sur le cinéma, concevoir un film, et en fait, le personnage filme avec son smartphone. Et en fait, toutes les pages, c'est 4-5 cases qui sont, on va dire, entre guillemets, alors je vais pas mesurer, on va dire en 16/9 pour représenter vraiment ce côté, c'est une capture d'écran d'un smartphone, et en fait, on va suivre page après page, vraiment la même composition de cases, parce qu'il y a quelques fois des exceptions où on a une pleine page ou une double page, mais sinon, 99% du bouquin, c'est une page avec 4 cases en 16/9 à chaque fois, donc pour présenter différents capteurs d'écran. Ce qui fait que quand on était sur notre téléphone, on pouvait scroller, donc un petit peu comme un webtoon, on pouvait enchaîner les cases, ça passait bien. Là, j'avais un petit peu peur en ayant le tome que bah, cette chose-là ne soit plus vraiment là. C'est vrai qu'on perd un peu ce côté, bah, on scrolle, parce que forcément on tourne des pages, mais l'histoire est là, tout est là, franchement ça passe super bien, surtout que les pages où on a une double page où, bah, il se passe la même chose et c'est un plan fixe où en fait on va suivre juste un dialogue, fonctionne encore plus parce qu'on a sur une seule page, on voit la même case qui est, dédoublée sur, bah, 8 fois, et on voit juste les bulles qui changent ou une petite action qui va modifier, quelqu'un qui va prendre un coup de poing, qui va se lever et cetera. C'est super bien. Donc encore une fois, je pense que pour les fans de Tatsuki Fujimoto, ça reste un achat indispensable. Je pense que, la personne, ceux qui sont fans de Chainsaw Man, de Fire Punch et de tout ce qu'a écrit, Tatsuki Fujimoto, donc à savoir Look Back et ses anthologies, tout le monde l'a acheté. Je pense qu'il y a peu de gens qui y sont passés à côté, on les mitraillés, parce que c'est le nouveau titre de Tatsuki Fujimoto. Et bah, prochainement, on va avoir le tome 12 ou 13 de Chainsaw Man, qui va donc attaquer la saison 2, la partie 2 de Chainsaw Man. Donc hâte de voir ça. En tout cas, Adieu Eri, c'est vraiment du très très bon. Ensuite, on parle d'un autre one-shot, un manga de l'éditeur Atelier Atacombo, Fatal Fiancé. J'avais vu ce titre passer à droite à gauche. Le titre était assez évocateur, et en fait, bah, dans le dernier Atome en date, qui était sur les mangas érotiques, il y avait un interview de l'auteur, et donc j'étais encore plus curieux de découvrir ça. L'édition est de très bonne qualité, alors on est sur un manga qui coûte 11 €, donc c'est vrai que c'est relativement cher pour un manga de dire format classique, de 200 et quelques pages, mais par contre le papier est de très bonne qualité, donc ça rééquilibre un peu le tarot, mais c'est vrai que ça reste quand même relativement cher. Après, c'est un petit éditeur, donc forcément, bah, ils peuvent pas proposer un titre, on va dire à 6 €. Vu le cadre du titre, c'est sûr que ça va pas être pour, le grand public, donc ils ont fait un choix. J'espère que ça va pas ils vont pas payer le fait que 11 € ça va freiner des gens. Donc c'est pas un manga érotique, enfin si, il y a de l'érotisme, mais c'est pas, au sens où il y a du cul de la première page à la dernière page. C'est l'histoire d'un mec qui tient, qui tient pas un magasin, mais il y a une imprimerie familiale, et il tombe sur une fille, il va tomber amoureux et cetera. Il y a des scènes de cul, voilà, c'est super bien. Fatal Fiancé, franchement, je le conseille. J'espère qu'on aura d'autres titres du dessinateur parce que c'est, pas un scénario original, enfin, c'est pas de lui, c'est quelqu'un qui voulait faire un scénario pour le cinéma. Il s'est tourné vers ce dessinateur et donc ils ont produit Fatal Fiancé, qui est vraiment super bien, et j'aimerais bien qu'on découvrir d'autres titres de l'auteur, notamment parce que, bah, dans l'interview de Tom, ça donnait quand même pas mal envie.
On parle maintenant du tome 10 de Keiji, donc qui est, si je dis pas de bêtises, c'est le premier tome avec la hausse de prix ou c'est le deuxième tome. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais bon, en même temps, je me dis qu'il reste plus que 8 tomes avant la fin, donc encore une fois, ça je me dis: «Bon ça va, je vais pas avoir beaucoup de tomes achetés avec cette augmentation de prix». En plus, je fais pas le Sten parce que, bah, j'ai l'édition de Panini, donc encore une fois, je me dis: «Bon ça va, de toute façon, Tetsuura, j'irai jusqu'au bout, j'ai pas Keiji». Donc dans ce tome-là, on est, sur une grosse tome de bagarre, de bataille où Keiji ramène sa troupe, et j'aime bien le début, ils arrivent, ils sont tous en pagne, ils sont tous enfin, quasiment à poil, et tout le monde se dit: «Mais c'est quoi ces paysans là? Ils vont faire quoi?» Et j'aime bien, c'est qu'après ils volent les armures des soldats en disant: «Vous savez pas vous en servir, nous on va gagner la bataille». C'est vraiment cool. En tout cas, Keiji, je prends toujours autant de plaisir, et c'est vrai que, c'est une réflexion que je me faisais, pour, Ikusanoko, donc le nouveau manga de la collection Tetsuhara chez Mangetsu, c'est au niveau du dessin, et c'est vrai que quand je vois les pages qui sont ultra chargées, en fait, très tramées, bah, comparé à Keiji où c'est beaucoup plus épuré, et sinon il y a que le trait, un petit peu de d'hachure et c'est tout. Là, je me dis, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans le style de Tetsuhara. Il y a vraiment une grosse différence entre Keiji et Ikusanoko, et même Sotenoken des souvenirs que j'ai. Mais en tout cas, voilà, Keiji, toujours aussi bien. On parle maintenant du tome 5 de Bambi édition Remodeled. On n'est plus qu'à un tome de la fin de Bambi. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil avec Bambi, et je pense que je vais me relire l'intégralité de la série pour le sixième et dernier tome. Après, c'est pas un mauvais titre, mais c'est vrai que là, j'avoue que le tome 4, j'ai un peu moins de souvenirs. Mais mine de rien, je tiens quand même à le saluer que Imasho a fait du très bon boulot. Ils nous ont proposé quasiment l'intégralité de la série en l'espace d'un an, alors que pendant des années, on attendait l'édition Remodeled. J'espère qu'ils vont pouvoir annoncer le tome 0. Je sais que pour l'instant, je suis pas dans le secret des dieux, hein. Il y a rien qui est prévu, etc. C'est juste que une fois qu'ils auront fini Bambi, je sais qu'ils ont sorti le tome 0 il y a très longtemps. J'aimerais bien qu'ils ressortent le tome 0. C'est plus vraiment une envie. Je vais essayer de relancer l'éditeur pendant Angoulême. De toute façon, cette vidéo sortira pendant Angoulême, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir le rencontrer et lui dire: «Sors le tome 0 s'il te plaît, je sais trop bien Bambi». Mais en tout cas, voilà, Bambi, c'est trop bien. Et vivement le tome 6 pour me relire toute la série, parce que c'est vraiment un très bon titre de Atsushi Kaneko. Et au moins, je me dis, quand le tome 6 de Bambi sortira, je vais pouvoir avoir, bah, son nouveau titre en date qui arrive chez Delcourt dans quelques mois, pour, on va dire, bah, compenser. Voilà, ça va être, la transition, d'un titre de Atsushi Kaneko vers un autre, et ça fait grave plaisir. Ensuite, aux éditions Meian, j'ai pris le tome 14 de Grand Blue, donc j'avais acheté, au début janvier, donc ça y est, je fais le rattrapage de ces titres, il m'en reste plus qu'un, c'est Dumbbell, et ensuite j'aurai un petit peu rattrapé ce qui est sorti en fin d'année 2022. Donc on continue l'histoire où, Yori et toute sa bande sont au Palaos. J'aime beaucoup toute l'histoire qu'il y a autour de, j'ai oublié, Shisa et sa mère, où, dès le début, je me suis dit: «Il y a un truc un peu bizarre», c'est quand Yori l'appelle, elle dit: «Ouais, tata, tata, tata», et qu'elle répond pas, et qu'elle lui dit: «Ouais, chef». Je dis: «Elle serait pas sourde sa tante?» Et finalité, bah, en fait, c'est ça depuis le début, c'est qu'elle était sourde. Il y a un gros quiproquo entre Shisa et sa mère parce qu'à chaque fois qu'elle lui parle, bah, sa mère n'entend pas, et elle se dit: «Ah, elle m'a ignoré». Non, c'est juste qu'elle t'a pas entendu parce que, bah, elle a une oreille qui est foutue. C'est vraiment trouvé ça vraiment cool. J'ai beaucoup aimé encore une fois, ce que j'aime bien avec Grand Blue, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont très drôles parce que, c'est pas des lapsus, c'est, il y a des incompréhensions entre les personnages, notamment le côté où à un moment, il y a, Eri, qui dit: «Ah, c'est bizarre, Yori, ils sont un peu bizarres ensemble». Il fait: «Bah, ouais, ça fait 15 jours ils sont ensemble, ils ont pas pu se dégorger le poireau». Et elle pense que, bah, ils s'évacuent pas les testicules, ils vont mourir. Et ils comprennent, ils font: «Ah, c'est pour ça que les hommes sont aussi obsédés». Non, non, vous avez rien compris, c'est juste les filles qui sont, un petit peu obscènes à côté. Et je trouve ça très drôle qu'ils essaient de tout faire pour, les inciter à se masturber, et que limite c'est, à la fin ça finit encore en quiproquo sur le fait que, en fait, Yori et j'ai plus son nom, l'otaku, ils sont encore une fois, ils sont homosexuels, et ça je trouve ça encore une fois très drôle. J'aime toujours autant ce genre de petit décalage qu'il y a dans Grand Blue. Voilà, en tout cas, vivement, bah, les prochains tomes. Et j'ai appris que Temple allait sortir en animé. J'espère qu'on va avoir l'autre manga du dessinateur, Kimitake Yoshioka, qui va sortir, j'espère, chez Meian, hein. Ils ont sorti son premier gros titre, enfin, son Grand Blue. J'espère qu'ils sortiront Temple. Ça serait logique, qu'un même dessinateur soit son éditeur. Après, ça serait dans un monde parfait. Personne n'a voulu sortir Grand Blue. Je pense pas que quelqu'un va vouloir se risquer à Temple, à part Meian. On parle maintenant du tome 8 de Baki, et je crois que je suis un peu con parce que les prochains tomes arrivent dans quelques semaines, ce qui fait qu'il va y avoir un petit trou, parce que je voulais faire vraiment une semaine Baki, une semaine Karakuri Circus, et je suis allé un peu trop vite sur Baki, ce qui fait que je pense qu'il va y avoir une semaine ou deux, il n'y aura pas de Baki. Bon, après on va essayer de reprendre un rythme logique.
Donc on est toujours dans l'arc où Baki est dans le passé. Là, le tome 7 se terminait sur le début de l'affrontement entre lui et Hanayama. On continue cet affrontement qui est ultra violent. On a un petit flashback sur Hanayama et pourquoi il a une cicatrice sur la gueule, pourquoi il a un tatouage qui a plein de cicatrices. On découvre toute son origin story et plus l'origin story de sa famille avec l'histoire de ce mec qui a protégé un enfant dans une cloche, etc. C'est vraiment super cool. Et ensuite, eh ben, on utilise, on revient sur Yujiro. Il y a une origin story sur Yujiro et la mère de Baki et comment ils se sont rencontrés et comment Baki est plus ou moins a été conçu. Voilà, c'est assez drôle. Et là, on va partir, si je dis pas de bêtises, sur l'arc de Gaïa, donc avec un Baki qui va s'entraîner pour affronter son père une nouvelle fois. Et après ça, si je dis pas de bêtises, c'est la fin du flashback de Baki, on va revenir sur le présent, et ça va être le tournoi machin de la fin de la saison 1 de l'animé. J'ai hâte de voir ça, en tout cas, Baki, c'est toujours aussi bien, j'adore. Maintenant, aux éditions Pika, on commence avec Kaguya-sama Love is War, tome 13. Donc on est quasiment sur les derniers tomes qui ont été adaptés dans l'animé de la saison 3, sachant que dans quelques semaines, je sais que c'est le 11 et le 14 février, parce que c'est la Saint-Valentin, il va y avoir le film qui fait suite à la saison 3. Un premier baiser ne s'arrête jamais, enfin je sais plus c'est quoi le titre anglais, mais il y a un délire comme ça par rapport au premier baiser, vu que la saison 3 se termine là-dessus. Donc j'ai hâte d'aller voir le film en avant-première, le 11 ou le 14, je ne sais pas encore. Donc le tome 13, comme je disais, on est en plein dans le grand festival Oshin, donc avec tous ces délires autour du cœur, le fait d'échanger des cœurs à un garçon ou une fille pour prouver son amour et donc lui demander de sortir avec elle. Il y a beaucoup de couples qui naissent dans ce tome-là. Notamment, j'ai beaucoup aimé le fait que Yu offre un cœur à la fille qu'il aime, mais sans savoir ce que ça veut dire. Et donc, il y a un gros quiproquo sur le fait qu'elle, elle pense que Yu lui dit sors avec moi, ce qu'il lui veut au plus profond, sauf que Yu il a juste compris qu'il lui offrait un cœur. Et je trouve ça très drôle. Vivement le prochain tome qui doit normalement adapter la fin de la saison 3, avec j'espère qu'il se finira sur la fin de la saison 3. Clairement, j'aimerais bien que le tome se termine sur, sur comment il se termine, bon, le bisou. Vraiment, Kaguya, c'est toujours aussi bien. Il y a même des chapitres ou des passages qui n'étaient pas dans l'animé, notamment, je crois qu'on voit pas ce qui se passait dans le casier, où il y a le couple qui est ensemble et qui sont en train de se galoche. Dans l'animé, on censurait un peu le truc, on savait pas trop ce qui se passait. Moi, je pensais que c'était un truc beaucoup plus érotique, et finalement, ils se faisaient juste un câlin. Alors, un câlin très serré, mais il y avait rien de Peggy 18. Donc je trouve ça très drôle, surtout quand on sait qu'après, c'est Ina dit interdit aux garçons et aux filles séparés, alors qu'ils sont juste embrassés dans un casier. Ça va, quand même, calmos, là, même si c'est au comité de discipline, calmos un petit peu. Et maintenant, c'est le tome 23 de Eden Zero. Pouf, waouh! Ce tome, c'est une dinguerie. Déjà que le tome 22, j'avais surkiffé. Le tome 23, il pousse les curseurs. Bon, déjà, alors, j'ai une interrogation, peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise mémoire, mais j'ai souvenir que dans le tome 22, on a vu les combats, comme je disais, les opposés, donc la vie de l'Éden contre la mort de l'Éden, le bouclier contre la lance, le magicien contre le je sais plus quoi, enfin, il y avait toujours, à chaque fois, il y avait ces opposés dans les quatre personnes, enfin les quatre étoiles maléfiques et bénéfiques de Shiki et Ziggy, et j'ai souvenir qu'à chaque fois, il y avait un flashback, mais on n'avait pas eu celui de la sœur, donc de la vie et de la mort, qui on n'a pas dans ce tome-là. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un trou de mémoire? Parce que j'ai souvenir des trois autres, mais pas du clown et de la bonne sœur, donc on verra dans le... Peut-être que ça sera plus tard, ou peut-être que c'est moi qui dis des conneries, qui étaient dedans, mais c'est juste c'était une case et que j'ai oublié cette case-là. On découvre aussi, on a enfin vu les 6 Horation Seis, les 6 généraux du mal, avec notamment la dernière, donc la mère machin, et on découvre un peu qu'est-ce que c'est, en fait c'est juste un concept où il y a toutes les mamans, toutes les milfs de Eden Zero qui sont réunies et qui sont dans un putain de cimetière gigantesque. Mais surtout, ce tome se finit sur une révélation, à savoir qui est-ce qu'il y a derrière le masque de Ziggy. Et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Ah, clairement, je m'attendais pas. Je sais que Mashima, il aime les voyages dans le temps, etc. Mais je m'attendais pas à ce que Ziggy soit donc finalement une version alternative future post-apo qui s'est mal passée de Shiki, qui avait la bouche fracturée et qui n'arrivait pas à dire Shiki, mais il disait Ziki, Shizi, et à la fin il dit Ziggy. Il n'arrivait pas à le prononcer son nom proprement, et donc c'est devenu Ziggy. Comme un petit peu dans Game of Thrones avec Hodor qui disait Hold the door, et qui à force de déformer et de simplifier, c'est devenu Hodor. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Vivement le prochain tome, parce que là, qu'est-ce qui a fait que Shiki, qui est
Alors je sais pas c'est quelle version de Shiki parce qu'il y a eu tellement de voyages dans le temps, on est à genre, 3 loops temporels où Rebecca, c'est pas c'est ça, c'est Rebecca a modifié le temps parce que, bah, il y a une version où Shiki est mort contre, Drakenjo. Donc est-ce que c'est une autre version qui s'est fait encore malmener bien avant ça? On sait pas parce que on nous dit bien, il y a eu l'Eden 0, le Eden 1 et le Eden 2 avec le capitaine à moustache, qui dit: «Ouais, c'est la troisième. Enfin par rapport à lui, on sait qu'il y a une on sait combien il y a eu de versions avant. Donc est-ce que c'est encore une version alternative qui a voyagé dans le temps, qui est retournée dans le passé? On sait pas trop, en tout cas à ce niveau-là. Mais ouais, là j'avoue qu'Eden Zero, ceux qui n'ont pas commencé, déjà la saison 2, on va avoir Drakenjo, vous allez halluciner. Drakenjo pour moi c'est le truc qui m'a mis une claque et je me suis dit: «Ouais, Eden Zero, c'est bien en fait. C'est vraiment super bien». Donc bah, à voir la suite en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et on finit non pas avec un ni 2 mais 3 comics. Alors, c'est, un même duo, c'est de Camille Garcia, enfin écrit par Camille Garcia et dessiné par Gabriel Piccolo. C'est, 3 one shot, alors qui forment une histoire complète qui est même pas encore terminée. Teen Titans Raven, Teen Titans Beast Boy et Teen Titans Beast Boy Love Raven. Donc c'est 3 histoires, l'une sur Raven, l'autre sur Beast Boy et une troisième sur les 2 ensemble. Alors les 2 premiers sont des histoires indépendantes où on va suivre Raven et Beast Boy qui découvrent leurs pouvoirs, qui découvrent, bah, qui sont un peu des enfants spéciaux, qui jusque-là étaient des adolescents tout à fait normaux, même s'ils avaient des particularités. Parce que, Raven vivait dans une famille, avec sa mère adoptive monoparentale. Beast Boy, ses parents avaient été des scientifiques et lui, il avait des problèmes de croissance, et cetera. Il devait prendre des médicaments, mais en fait, il camouflait ses véritables pouvoirs. Et donc après, il découvre ses pouvoirs, et donc ils partent à l'aventure, et ils se croisent dans Beast Boy Love Raven, et ensemble, ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont former potentiellement dans d'autres histoires les Teen Titans, qui ne sont pas encore formés à la fin de ces 3 histoires. Normalement, la prochaine histoire est sur Robin, et donc peut-être qu'on aura Cyborg ou Kid Flash ou je sais plus comment il s'appelle, Aqualad, et qui vont former ensemble et Starfire aussi, et vont peut-être former ensemble les Teen Titans. J'avais vu des illustrations de Gabriel Piccolo, qui est très prolifique sur Twitter et sur Instagram. Il avait fait pas mal d'illustrations de Invincible, de My Hero Academia aussi. J'ai découvert qu'il avait fait bah, des illustrations aussi pour les Teen Titans. On les voyait fêter Halloween, faire des soirées jeux vidéo, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait 3 histoires qui étaient sorties en France, et potentiellement bientôt une 4e. Et j'ai lu et j'ai adoré. Alors son style pour les 3 histoires est très différent de ses illustrations, mais ça reste du bon pour les yeux. J'ai beaucoup aimé, il y a vraiment ce côté très jeune adolescent qui découvre des pouvoirs, qui vont un petit peu évoluer, et qui sont très 21e siècle. Genre notamment dans la 3e histoire, à un moment il y a Beast Boy et Raven qui sont ensemble, qui vont dormir, et il y a d'autres personnes qui sont avec eux. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bah, sur ce, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!